compris, on fait une chose un petit peu comme ça, à l'arrache, comme on dit. On s'est rencontrés hier avec Anne, et voilà. Et on s'est dit, on va parler de son livre, c'était pas prévu. Donc voilà, on fait comme ça, un petit peu sans filet. Donc on va parler de ce livre aussi. Je vous montre quand même la couverture. Donc Anne Le Ponner, avec un titre long, La vie désordonnée, ni trop sage, ni trop conventionnelle, du jeune Thiago Pereira. Alors il faut d'abord qu'on dise tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier avec ce livre, c'est que c'est quasiment un livre écrit à deux. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est un livre écrit à deux? Racontez-nous ça. Alors en fait, c'est l'histoire d'un de mes meilleurs amis qui, du coup, a subi des violences parentales et sa maman, violence de son mari. On n'entend pas bien, peut-être rapprocher le micro. Ah oui, peut-être un. Ouais. Donc en fait, on a décidé d'écrire ce livre à deux parce qu'il voulait en fait nous délivrer un petit peu sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui est très optimiste, très joyeux, qui fait beaucoup de choses et qui, malgré son sourire angélique, qu'on peut voir sur mon stand, a connu vraiment des malheurs dans sa vie, donc a subi les violences de son papa et sa maman aussi, donc lui pendant 17 ans et sa maman pendant 34 ans. Et il voulait en fait partager ce témoignage de sa vie parce qu'il a un tel besoin de reconnaissance. Il n'a pas du tout épousé la carrière que son papa espérait pour lui. Donc, eh bien, il a envie de lui montrer que malgré tout, il n'est pas en train de louper sa vie. Alors, moi, je voudrais comprendre comment. C'est la première fois que vous écrivez un livre? Alors, c'est mon premier bouquin sous ce nom. J'avais écrit déjà un premier bouquin, Conte d'auteur, mais qui n'a pas fait beaucoup de ventes. Et j'avais pris un pseudo puisque j'étais infirmière en psychiatrie à ce moment-là. Donc je voulais me préserver un petit peu, et qui n'avait rien à voir du tout avec ce sujet. Voilà. Avec le sujet de la psychiatrie. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais il faut quand même une capacité d'écoute importante, et j'imagine une capacité d'écoute que vous avez de par votre métier pour donner comme ça, pour retranscrire le témoignage de la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'après tout, vous auriez pu avoir envie de parler de la vôtre, qui doit sans doute être assez passionnante. Oh, je ne dirais pas ça, je ne suis pas persuadée. Je préfère raconter la vie des autres ou à travers des personnages totalement inventés par moi. Parce que moi je me dis que je ne suis pas suffisamment intéressante. Je préfère plutôt partager avec mes lecteurs des moments intéressants. Alors comment ça s'est passé la rédaction de ce livre? Vous connaissiez la vie de Thiago, et donc vous êtes dit je la raconte, ou bien c'est lui qui vous a raconté des choses par petits morceaux? Comment ça s'est écrit, comment ça s'est tissé? Alors en fait, avec Thiago c'est un pseudo. C'est pas son vrai nom? Voilà, son vrai nom c'est Jean-Manuel Pinto, et nous on se connaît depuis 2002. Donc moi je suis venue en fait à son salon, c'est un coiffeur. Et tout de suite, en fait, il y a eu une connivence, une complicité naturelle qui s'est tissée entre nous au fil des rendez-vous. Donc c'est vrai que ça ne se voit pas. Il est mon coiffeur, c'est un merveilleux coiffeur, il est très talentueux. Ça ne se voit absolument pas parce que je ne suis pas fanat des brushing et tout ça. Mais il m'a coiffé pour mon mariage et puis il m'a accompagnée au travers de toutes mes fantaisies capillaires durant ces années. Donc ça fait maintenant bientôt 17 ans qu'on se connaît. Et bien effectivement, moi j'ai vécu en direct tous ces drames en fait. Ces drames, vous les a racontés? Voilà, oui. On se voyait tous les 3-4 mois, 5 mois, 6 mois au début. Et puis après, on a commencé à changer nos numéros, à un peu plus de relations amicales. Et puis jusqu'au moment où en fait, moi je me disais, j'avais écrit donc, un premier bouquin qui n'avait pas eu le retentissement espéré. Et il m'avait dit, écoute, moi j'aimerais bien que tu écrives mon histoire. Alors je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, tu sais bien, moi, j'ai une vie assez palpitante, j'ai fait quand même pas mal de choses. Je pense que j'ai une vie qui peut intéresser un public. Et moi j'ai envie de partager ça, ces émotions que j'ai vécues, ces embêtements aussi, on va dire autre chose. Ces joies, on va dire ces emmerdements. Ces magies, ces moments de magie, c'est un personnage qui est tellement intéressant,
qui est capable d'être au sommet et puis qui le jour d'après peut être plus bactère, en fait, malheureusement. Donc voilà, il m'a dit, bah écoute, voilà, est-ce que tu es d'accord pour écrire mon histoire? Et j'ai dit, allez, ok, on y va. C'était un défi, mais ça m'a pas du tout... Et alors ça s'est passé comment? C'était les souvenirs des choses qu'ils vous avaient racontées? Ou bien vous vous êtes vus pendant des moments de séance de travail? Comment vous avez fait ça? Parce qu'en fait, c'est quasiment un boulot d'écrivain public. Oui. Et en fait, non, du tout. On s'est pas vu, en fait. Il s'est simplement enregistré. Voilà. Et moi, avec... Donc pendant des heures et des heures, il l'a raconté voilà. Comme ça, en audio. Voilà, tout à fait. Donc moi, après, j'ai pris des notes à l'arrache comme ça. Et après, j'ai repris ces bouts de notes et j'ai reconstruit quelque chose. Et il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Enfin, il était super content du résultat. Il m'a dit, mais tu racontes ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et je lui dis, mais c'est ce que tu m'as raconté. J'ai retranscrit fidèlement. Et soudainement, il s'est rendu compte qu'il était lui-même un personnage romanesque, en fait. Ben, quelque part, parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans sa vie, ça va tellement à 100 à l'heure qu'il n'a pas le temps de finalement se rendre compte de tout ce qu'il peut vivre. Et ce que je trouve assez joli quand même dans cette histoire, c'est que en réalité, c'est un personnage qu'on va dire entre guillemets ordinaire. Oui. C'est pas un héros, c'est pas un homme politique connu, c'est pas un grand artiste célèbre, etc. Donc ce que je trouve vraiment joli, c'est que vous êtes intéressé à quelqu'un à côté duquel on pourrait tout à fait passer sans le remarquer. Et puis en fait, parce que vous connaissiez un peu l'histoire de cet homme, oui. vous vous êtes dit, finalement, il y a quelque chose à raconter. Ouais. Et je trouve ça assez fort de prendre comme ça un individu, comme on pouvait en croiser plein, un garçon de café ou un coiffeur, et puis de se rendre compte qu'il y a un personnage romanesque. Oui. Mais c'est au travers, en fait, toute son histoire. C'est quelqu'un qui se bouge aussi, hein, qui a besoin de cette reconnaissance, donc qui a fait une émission de télé, qui s'est distingué dans différents concours nationaux et internationaux de coiffure, parce que c'est vraiment cette envie d'avoir cette reconnaissance de son papa. Vraiment, en fait. Son père est toujours vivant? Oui, son père est toujours vivant. Son père qui, a priori, on ne sait pas trop si vraiment il a un amour filial pour lui, quoi. Mais vraiment, il souligne cette personnalité extraordinaire de son papa qui lui a enseigné la valeur du travail. Ça, c'est quelque chose. Pour un enfant qui s'est fait battre toute son enfance. Mais oui, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. C'est que malgré tout, quand tout allait bien financièrement dans le couple de ses parents, eh bien, il y avait des moments de joie, de pure joie, des moments simples, des sorties à la mer, des vacances au Portugal tous les ans, où il gâtait ses enfants, où il leur offrait des glaces, des sorties. Il était un papa comme les autres, ils étaient une famille comme les autres. Et revenu en France, c'était reparti. Parce qu'il y avait quand même, malgré tout, la façon dont son papa menait sa vie d'homme, de père, par rapport à sa famille. Il ne voulait pas que ça sache qu'il battait sa femme, qu'il battait son fils aîné, et même son frère qui est venu juste derrière a eu droit aussi à ses coups, malheureusement. Mais c'était vraiment... voilà, il voulait essayer malgré tout de faire une façade de famille normale. C'était des violences physiques ou incestueuses? Alors, violence physique, simplement. Uniquement physique? Oui, uniquement physique. Et j'ai pas envie de dire qu'on pourrait excuser ce comportement. Mais il n'y a même pas une question d'alcoolisation du père. Je sais pas, c'est un honneur, c'est un rôle dans la famille qu'il se devait de tenir parce que son papa l'avait battu aussi. Donc il a reproduit ce modèle. Son papa est arrivé à l'âge... Mais c'est pas excusable du tout, mais c'est vrai que malheureusement, Jean-Manuel, quand il était jeune, pensait que ses camarades étaient aussi corrigés comme ça. Et alors, vous m'avez raconté une anecdote assez forte. Vous avez dû parler de votre livre à plusieurs reprises, et y compris où il y a une histoire de podcast qui a traîné sur France 3, quelque chose, et son papa a réagi par rapport à ça. Oui. Donc son papa, en fait, ce qu'on se disait, c'est que du coup, Jean-Manuel au début voulait juste, en fait, Thiago Pereira, c'est quelqu'un qui n'existe pas en fait, mais c'était sa vie, mais voilà, il voulait que
sa vie puisse être racontée malgré tout sous ce pseudo. Et puis notre éditeur nous a dit non, moi je veux que le nom de Jean-Emmanuel Pinto apparaisse. Moi ça me semble important parce que Thiago Pereira n'existe pas. Et donc on a eu l'occasion, à travers une petite promo qu'on a pu faire, d'intervenir, d'être interviewé sur France 3. On a fait un reportage qui a été en ligne un certain temps. Et comme son papa du coup ne lit pas, c'est une réalité, donc on s'est dit, c'est même pas dit qu'il est vent de ce livre finalement. Mais malgré tout, la famille étant assez nombreuse, voilà, sa fille parvenir à ses oreilles. Et c'est un homme sanguin, je pense que vous l'aurez compris. Et bien en fait, il est arrivé chez son fils qui était absent ce jour-là. Et il a menacé son épouse d'attenter à la vie de son fils. Il avait une carabine à la main. Il lui a dit si tu n'enlèves pas le reportage, eh bien voilà, je bute ton mari. Voilà. On n'en est pas sorti encore. Non. Donc c'est vrai que moi je me suis dit j'ai pas envie de perdre mon co-auteur. Je ne sais pas, je sais qu'il est assez impulsif, donc je me dis même sans lui faire énormément mal, je ne voulais pas prendre le risque de le perdre quand même. Donc on a essayé de chantage et on a retiré le reportage. Voilà. Et malgré tout cela, appelons-le Thiago, n'a pas l'air d'être revanchard. Quand vous me racontez son histoire, je ne sens pas quelqu'un qui a envie d'aller chez les flics, de dire mon père m'a battu, mon père vient de me menacer de mort. Non, du tout. C'est vraiment, je ne sais pas ce qui se passe par rapport à son papa, mais c'est vraiment, malgré tout, il lui rend toujours cet hommage et il ne lui en veut pas en fait. Donc il ne se considère pas lui-même comme une victime? Non, jamais il n'a prononcé ce mot devant moi. Par contre, il ne comprenait pas que sa maman reste auprès d'un bourreau, comme ça. C'était plusieurs fois ces mots. Et sa maman qui a fini par partir, mais bien plus tard, et donc il s'est brouillé avec une partie de sa famille. Parce qu'en plus, comme les autres frères et sœurs n'ont jamais été battus par le papa, il ne comprenait pas. Quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y avait beaucoup de différences parce que c'était la fratrie s'était étalée quand même sur une vingtaine d'années. Cette pauvre femme était sans cesse enceinte. Et du coup, ils ne comprennent pas les petits, quoi, les plus jeunes, ce comportement de leur père. Quoi. Ils ne le connaissent pas comme ça. Alors, vous avez dit que vous aviez peut-être envie de raconter la suite, parce qu'en fait, ça va de camp à camp. Alors là, ça va de l'enfance de son papa, quand il arrive en France, jusqu'à l'âge de 40 ans de Thiago. D'accord. Voilà. Qui est son âge actuel. Voilà, tout à fait. Et donc, il m'a demandé de raconter la suite parce que... et c'est un autre combat qui mène après, en fait. Un combat contre les banques. Un combat pour arriver à s'en sortir, pour toujours se faire connaître, pour obtenir cette reconnaissance après laquelle il court depuis tout petit, en fait. Oui, en plus, vous me disiez que dans son métier de coiffeur, il a quand même fait des choses qui, pour le coup, sont un peu exceptionnelles. Oui. Il s'occupait des Miss France, il a fait des choses... Voilà, c'est quand même... il a eu l'occasion de coiffer les Miss, à ce moment-là, Miss France n'était pas encore élue. Et il arrive dans cette pièce où il y a des belles filles, il faut dire ce qui est. Et sa patronne lui dit écoute, tu m'en choisis deux, et voilà, et tu leur fais des super coiffures, tu exprimes ton talent. Et les deux qu'il a pris, c'était la première dauphine et Miss France, quoi. Donc il y a quand même, c'est quand même exceptionnel. Et une des Miss France qu'il a coiffée, qu'il a revue par la suite, est devenue Miss Univers aussi. Donc quand même, c'est quelque chose. Il avait l'œil. Vraiment. Mais il avait l'œil parce que du coup, il est très attaché à sa maman, même si là il ne veut plus la voir, mais il était très attaché quand il était petit. Et il avait besoin d'investir ce domaine féminin de la coiffure pour connaître les femmes, parce qu'il ne comprenait pas que sa maman reste avec un homme comme ça, et donc il voulait essayer de connaître les femmes. Et donc il s'est glissé comme ça, très vite, à l'âge de 16 ans, dans ce milieu exclusivement féminin, la coiffure, et pour arriver à comprendre ces femmes, quoi, et leurs secrets, leurs envies, et c'est pour ça qu'il est aussi à l'écoute et aussi talentueux, quoi, de mettre leur désir de coiffure ou de beauté, voilà.
S'il a compris les femmes, il est très fort. Après, il semblerait qu'il ait quand même eu des petits soucis, malgré tout, d'entente, parce que après sa vie est jalonnée de procès, malheureusement, avec les nombreuses mamans de ses enfants. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui veut. Non, c'est quelqu'un qui veut plaire, mais qui fait tout ce qu'il faut pour, mais qui n'y arrive pas finalement, et qui rebondit à chaque fois, qui se retrouve après chaque séparation avec ses femmes, avec ses petits cartons dans sa maison, et puis il rebondit, il retrouve quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui aime séduire, et qui ne peut pas rester seul, puisque il aime cette compagnie des femmes, et là, il aime en plus les femmes jeunes. Il peut pas, il me dit, moi j'arrive pas à trouver, je voulais trouver quelqu'un de mon âge qui soit posé, mais j'y arrive pas. Donc finalement, je préfère prendre quelqu'un de plus jeune, qui n'est peut-être pas trop vicié par les vicissitudes de la vie encore. Alors vous qui avez travaillé dans le milieu de la psychiatrie, est-ce que vous diriez que ce garçon est un garçon résilient, comme on dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi finalement à dépasser son traumatisme de petite enfance et d'enfance, j'imagine d'adolescence, pour en faire quelque chose? Ou est-ce que vous sentez qu'il trimballe encore beaucoup de casseroles et que tout ça est encore extrêmement chaotique? Moi je pense que la maltraitance qu'il a subie avec son papa, je pense qu'il est passé au-dessus, effectivement. Maintenant, c'est tout le reste de sa vie, quoi. C'est comme il veut plaire malgré tout, il veut bien passer auprès des gens. C'est son seul souhait, et puis malheureusement il ne s'y prend pas toujours comme il faudrait. Et il est trahi par moments, il est escroqué, il se relève tout le temps. Donc je pense que c'est quelqu'un, oui. Donc finalement, c'est un livre qui est plutôt optimiste. Oui, c'est ce que j'essayais donc de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand les gens arrivent, on dit ah c'est un super couverture, ça attire. Ouais. Je dis ce que c'est. Ah ouais non c'est pas terrible, la violence conjugale, parentale, oui non. Alors il y en a qui disent moi j'ai connu, j'ai pas envie. Certains me disent j'ai connu, je veux savoir justement. Et puis il y en a qui se laissent tenter et puis qui se disent oui finalement. C'est bien, ça se lit bien, et puis cet auteur a réussi à transmettre finalement de la magie, de l'espoir, toute cette magie qu'il a en lui, parce que c'est quelqu'un de réellement intéressant, humainement parlant. Et sur cette couverture, elle m'a intriguée évidemment, d'abord parce qu'elle est pleine de couleurs, c'est vrai que c'est pas ce à quoi on s'attend quand on parle d'un témoignage de la sorte. Et alors, vous m'avez raconté un peu ça, alors cette image. Donc en fait c'est notre maison d'édition qui a trouvé cette illustration, c'est le visage d'un homme triste, peint par un artiste indien lors d'un festival indien, tout simplement. Et on trouvait que c'était vraiment parlant cet œil parce que c'est le regard sur sa vie, c'est le regard sur le regard qu'il porte sur le monde aussi. Et toutes ces couleurs, toute cette explosion, mais c'est son caractère fantasque, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Il est extraordinaire ce monsieur, si vous avez l'occasion un jour de le rencontrer, il est, je ne sais même plus quoi dire, quoi, parce qu'il est vraiment très intéressant. Il faut aller dans son salon, ouais, il faut le suivre. Il s'occupe que des femmes peut-être, pour les messieurs, ça va être un peu. Ah, il s'occupe des messieurs aussi, si, il est barbier aussi, il fait un petit peu de tout, pas de souci. Est-ce qu'il y a un endroit, un petit passage que vous auriez envie de nous lire? Quelque chose qui serait plus caractéristique ou symptomatique de ce qu'il est, un petit endroit comme ça qui me ferait plaisir à lire. Je vais trouver. Je lis un petit peu. Oui. Ouais. Ah, la notoriété. Moi qui en avais toujours rêvé, je l'ai enfin eue, mais il ne s'agissait pas pour autant de se reposer sur ses lauriers. Je me devais de continuer sur ma lancée. Aussi, je m'inscrivis à un concours de meilleur ouvrier de France. Rien que cela. J'avais 8 jours pour me préparer et j'avais des étoiles dans les yeux en pensant alors la première place.
M'inspirant de mon état d'esprit, j'élaborais une crête en forme d'étoile en 3D, une étoile fuchsia, bleu et rose fluo avec un tribal. Le tribal, c'est une coupe en fait au rasoir en fait, qui symbolise des symboles tribaux en fait, voilà, que les jeunes ont des fois. Donc voilà. Donc un tribal est une sculpture sur cheveux représentant des symboles ethniques, un travail de haute précision. Cela nécessitait 5 heures de travail et 3 heures pour la coupe. Heureusement que mon modèle était d'un naturel patient et surtout conciliant. Je crois qu'on s'arrête, donc on va peut-être aller jusqu'à la fin de la phrase. Oui. Donc il a passé ce concours de meilleur modèle. Oui.